Bonsoir. Bonsoir mes amis pour une deuxième lecture sur Phrénesia Universe. Voilà, et je la posterai également sur Nuitacelle ASMR. Donc je suis contente d'être avec vous ce soir. Oh, vous pouvez pas savoir. Bon, j'ai choisi pour vous ce soir un récit poétique que j'ai trouvé. C'est très très beau. Je vais vous le lire. Alors, ce récit poétique s'intitule Les voyages autour du soleil de Claude Plosséniac. Je vous montre la photo. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vous conseille de vous détendre. Si vous voulez fermer les yeux, c'est comme vous voulez. Allez, on est prêt. Alors, les voyages autour du soleil. Il y a 3 nouvelles poétiques. J'ai trouvé ça super, hein, vraiment. Alors, la première, je vous conte la première. Alors, difficile de situer mon histoire aux confins du réel et de l'irréel, entre chiens et loups, à l'orée d'une saison passée, au temps des couchers du soleil. Les images fusionnent avec les empreintes les plus préhistoriques de la mémoire et les fantasmes des très jeunes et lointaines années. Créer le souvenir, errer sur la plage, bondir entre les rochers, jeter au large, palangre et filet, happer le fluide que transmet la nature à ceux qui l'aiment sauvage, air doux de la Kabylie. Dans l'ombre tapis des grottes, dans le parfum de l'herbe rase, dans le goût âcre des algues vertes ou dans la poussière de l'écume mordante, naît l'insouciante sensualité des caresses de l'automne, invention exacerbée de l'adolescence. Ai-je vécu? Ai-je rêvé? Comment le savoir? Comment le dire? Au temps qui invente le temps, au temps qui invente le rêve, que sont les âges et les temps. Les rides de l'eau dessinent le visage, le miroir du temps réfléchit sur l'onde, le contour estompé de son passé, troublé, troublant. Le présent se penche hors du bastingage, à se noyer dans son image. Rêve d'un temps, à peine le temps d'un rêve. J'ai voyagé à travers de nombreux pays ensoleillés. Dans chaque nouveau ciel renaissait sans cesse à contre-jour et les soleils et les cieux et les guerres de mon enfance entremêlés étrangement, réinventés dans le décor irréel des soleils couchants. Naître de la mer ou dans la mer, se bercer du bruit des vagues et du chant des roseaux, brûler un soir dans la lumière furtive d'un rayon vert,
ouïr le vent salé du large, le vol de flamants roses aux heures des migrations. Renaître parfois de la force de l'émoi, dans les couleurs d'un soir d'or vieille, renaître d'un souvenir, d'une partie de soi, une falaise battue par les vents, une plage de sable tendre, tiède et doux, tiède et doux. Un immense rocher, de loutre et l'algue verte, une file de pèlerins, le toit d'un marabout arraché des embruns. Ensuite, à cette époque, j'avais le soleil pour ami. Rencontre brève, à peine le temps d'un adieu. Il revenait à l'aube dans une rassurante et chaude quiétude, avant de disparaître une fois encore aux teintes radiantes du crépuscule. Et les soirs passés, jamais de confidence sur les heures écoulées de l'autre côté de la terre, l'autre vie. Les cœurs réchauffés là-bas, n'ai-je jamais tenté de le retenir? La terre n'est pas la face cachée de la lune. Je connaissais bien la vie vers laquelle allait mon soleil, au gré des constellations australes. La croix magique du sud, Rigel, Bételeuse, Orion, avant de revenir vers l'éternelle étoile polaire, ses ours, ses Cassiopeia, Cassiopeia, ses voies lactées. Je n'éprouvais point de jalousie. Pourquoi l'aurais-je fait? Jamais il ne trahit, jamais il ne faillit. Mais le cœur est ainsi conçu, malgré des retours étincelants, malgré des caresses séduisantes, malgré sa manière à lui d'être fidèle à la longue, je me lassai en ces allées perpétuelles. Pas facile de quitter un être cher, même quand on le veut. Pour me dépêtrer de cette emprise, me dépouiller de la pensée obsédante, j'inventais des histoires où je tentais de faire perdre à mon soleil sa superbe et sa prépotence. Voilà. Je me rendis bientôt compte que de délivrer son cœur sur une feuille de papier ne suffisait pas pour éloigner à soi une mâle rage. Le soleil, malgré mes efforts pour en faire un anti-héros, restait l'astre arrogant, distant, fascinant, qu'il avait toujours été. Tous les soirs, à l'heure du crépuscule, il venait me hanter, peut-être me narguer tout simplement. Alors ensuite, je décidai donc de partir vers de pays lointains, à d'autres bouts du monde. Dès les premiers soirs, sur le tertre de Byblos, à l'heure que vous devinez, à la lumière chargée de velours sombre, les flèches irisées du soleil couchant me défièrent. Leurs pointes acérées, fissurées,
les tombes phéniciennes creusées à même le sol sointant d'humidité. Alors, les galères irréelles quittaient le port, flambaient et s'évadaient à l'horizon. Alors la nuit s'assoupissait, couverte de la rosée des larmes du passé, et au sommet du donjon des châteaux décroisés, près d'un croissant de lune, passa une étoile qui, dans un scintillement, me jeta un clin d'œil malin. Je m'enfuis donc très loin, vers les lieux arides et solitaires. Le silence du désert parlait d'une voix si basse que seule l'âme pouvait l'entendre. Nue, dépouillée, en l'état d'apesanteur spirituelle, je me trouvai enfin face à moi-même, avec pour toute ambition d'aller d'un point d'eau à un autre point d'eau au rythme ancestral des méharées. J'espérais bien qu'après avoir chauffé la pierre à blanc pendant de longs millénaires, qu'après avoir une fois régné en monarque absolu, apposé sa tyrannie sur les sables infinis, le soleil se fatiguerait lui-même de sa propre ardeur et descendrait selon son rite vers une nuit glaciale où il perdrait définitivement sa faconde enfin. À l'heure dite, je le vis se débarrasser de sa crinière aveuglante et, sur un fond de la vis immaculé de beige, de rose, de mauve, disparaître sans défense, happé par les sables mouvants inexorables. Je partis le cœur léger vers Jérusalem, ineffable Jérusalem, modélée de la terre de Sion et de la source de Guilion, que le Jébusite vendit à David pour 50 shekels, élu de Dieu, sorti du ventre de la terre, engendré de collines saillantes comme deux mamelles nourricières ensanglantées, accouché de la poussière du désert, façonné de la main qui créa le peuple de Dieu, Salem, devant tes murailles éternelles, du haut de Gethsémani, voilà, je te contemple l'âme à genoux. Je fais des fautes, excusez-moi, de temps en temps. Ville de toutes les foi et de toutes les haines, tombeau des millénaires, chaque pas foulé sur ton sol semble être un sacrilège. Dans ce chaos historique résonnent ensemble les cris des zélotes révoltés, le martèlement des armées romaines, les lamentations des Juifs, le cliquetis des armures chrétiennes. La Bible gravée dans la pierre se lisait à ciel ouvert, en même temps que se spalmodiait le Coran et que se récitait l'Évangile. Les deux temples gémissaient, étouffés sous les écrasantes mosquées, deux dômes comme de grands luminaires, l'un étincelant d'or, l'autre frémissant de la clarté de l'argent. Dans cet amoncellement
de vestiges de la création. Une éblouissante luminosité percutait les murs comme un obus. Les murailles geignaient de douleur, les lézardes saignaient de la sueur des blessés et hurlaient de leurs plaintes. Les rayons du soleil couchant faisaient surgir de chaque maison, de chaque rue grouillante, le fantôme de ces guerres fratricides et passionnelles. Et sur un ciel dépouillé de brume, nu, sans la moindre traînée de flagellation, chaud de l'émotion de son passé, brûlant de ses emportements, rouge de la honte des guerres, je vis le soleil tomber sur Jérusalem comme une énorme goutte de sang. Alors je m'empressai de faire mes bagages et me sauver littéralement vers d'autres cieux. Mon chemin passait au bord de la mer morte. Le bleu de la mer minérale se reflétait dans la voûte céleste. C'est là que j'entrevis le soleil s'enfoncer derrière une haute crête, comme dans un miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. J'évitai de me faire remarquer et décamper sur la pointe des pieds. Arrivé à Istanbul, l'astre se trouvait au sommet d'une forêt de minarets pointés vers le ciel, telle une armée de lances et de glaives prête à l'assaut contre l'infidèle. Il, entre guillemets, il portait le souffle d'une exaltation irrationnelle, se cachant à peine derrière un voile tamisé de brumes vaporeuses et chaudes. À proximité de la forteresse de Rumeli, agrippée par ses créneaux comme des cerfs, sur la pente occidentale du Bosphore, le soleil baissa ses paupières maquillées de feu et s'engloutit dans le secret de l'obscurité naissante. C'est en arrivant en pays hittite que ma méfiance s'éveilla de nouveau. Je crois bien qu'il était là, derrière les deux lions de la porte ouest, dans les flammes du soir. Insidieusement, il se dissimulait parmi les pierres calcinées et les cendres de Hattusa. Alors je fuis chercher refuge, comme les premiers ermites harcelés par les hordes seljoukides et mongols dans les villes souterraines de Dirinkuyu et Kayamakli. Oh mon Dieu, il y a des mots, des noms, des prénoms. En dépit de son acharnement, le soleil n'oserait tout de même pas pénétrer dans l'antre de la terre. Après une trêve bienfaisante, à l'ombre fraîche de ses fourmilières, il fallut bien penser à ressortir de là, malgré l'esquisse quiétude qui y régnait. Les ténèbres de la terre sont réservées aux âmes mortes, et les vivants n'ont guère le temps de s'y éterniser. Le cœur battant, je pris le chemin qui conduisait
à l'Éphèse, à Éphèse, Éphèse voilà, Maout. Enfin, vous comprendrez si vous avez le livre. Les derniers rayons du couchant réchauffaient et réanimaient les veines de la pierre noble. Le lendemain, sur le coup de midi, j'arrivai sur le tombeau de Saint Jean, témoin de 20 siècles de prières. Il écrasait le soleil. Au milieu des débris de quelques autres pierres, voilant l'émouvante nudité du sépulcre, une vapeur tiède flottait, comme un mirage de l'âme. La magie éblouissante de ce spectacle ébranla en moi la décision que j'avais prise de fuir celui qui, longtemps, fut mon ami. Et ce n'est pas sans émoi que je suivis mon soleil docile, vaincu jusqu'à Aphrodisias. Tout d'abord, à simple crépusculaire, va taquiner les gratins du petit Odéon. Le marbre vira au mauve, puis au violet, comme un poulpe en colère. Peu à peu, les eaux de la mer Égée s'empourprèrent. Une fumée âcre sortit des nuages. Les flammes du couchant léchèrent, l'herbe rase, la pierre craqua. Les colonnes du temple d'Aphrodite frémirent et, sans gémissement, dans un flash de lumière aveuglante, au ralenti de la caméra du temps, la dernière merveille du monde s'affaissa, victime de l'incendie crépusculaire. J'étais médusée, reconquise. Alors, ce fut comme un réflexe primitif de défense, de crainte ou d'amour. Il me fallut capturer, entre guillemets, cette fascination, boire la nature, l'attirer dans un piège. Je me mis à la barbouiller de couleurs explosives. J'absorbais les vapeurs du soir au buvard de mon âme. Je tentais de les effacer du ciel, de les maîtriser, de les exorciser. Dans ma soif de dévorer l'espace et sa beauté, je donnais au regard des feux, cheveux alors, vie à la lumière, corps et forme au soleil mourant. Un soir, je l'aperçus un soir, au détour d'un rocher, né de l'éclat du crépuscule, le visage modelé par le vent du large. Il portait l'élégance du rêve, me salua de la façon la plus courtoise. Sur ses lèvres un sourire, suave et frais comme l'aurore. Il possédait la douceur de la brise, le charme des étoiles, la générosité du temps, la force des rochers. Surgit de l'eau, l'océan était dans ses yeux, embrun des vagues colorait sa peau, le soleil brillait dans sa chevelure. Son regard brûlait d'un sable infini. Il parlait toutes les langues et conversait avec les loutres. N'est-ce pas magnifique? Il y a des moments où les mots n'ont même plus aucun sens.
Ceux qui se taisent parlent plus que tous les grands discours. J'étais moi-même trop émue pour exprimer la moindre pensée. Assis, nous ne dîmes rien. Au bout d'un moment de ce silence, je crus entendre « Excusez-moi de ne pouvoir m'attarder, je dois être très loin ce soir, une lourde tâche m'attend. » Et après une courte pause, comme pour reprendre son souffle, il poursuivit. « J'aurais aimé vous consacrer beaucoup de ce temps. Si vous passez un jour sur ma route, ce serait une joie. On a souvent plaisir à rencontrer quelqu'un qui vous apporte de la joie. Et si je passe sur votre route, murmurai-je étonné, d'autant plus que c'était lui qui passait sur la mienne. Si je passe sur votre route, attendez un peu. Et je le vis s'éloigner, un signe attendri au bout des doigts, le soleil couchant dans les cheveux. Le regard de braise, ses lèvres chuchotèrent un chant très doux, tout doux, à moins que ce ne fût le vent dans les roseaux. Il disparut comme une bougie s'éteint dans la flamme vacillante du crépuscule. Un soir, au détour de mon univers ensoleillé, le fantôme avait surgi, pas plus loin de l'horizon, mais il s'agit là d'une toute autre histoire, parce que c'est une histoire qu'a écrit Claude Plosseniac qui s'appelle « Le naufragé de Kabylie ». Peut-être que je vous la raconterai un jour, peut-être. Maintenant, c'est l'histoire numéro 2, le clair de soleil. Écoutez, dans ce coin d'Éden qu'était la Kabylie, les nuits étaient aussi belles que les jours et les clairs de lune des miracles de beauté. Au point que le soleil lui-même, noyé dans son orgueil, aveuglé par sa propre lumière, en fut intrigué et se laissa emporter par la curiosité. Des échos lui parvenaient à propos de lueurs qu'il laissait derrière lui chaque soir, qu'il croyait négligeables, voire méprisables, que l'on dise sublime. Négligeable et ma lecture aussi, excusez-moi. Une question l'obsédait pourtant. Comment peut-on être sublime quand on n'est pas de feu? Il devinait intuitivement un phénomène étrange auquel il n'avait pas songé jusque-là et qui n'existait et qui lui était pourtant interdit. Il n'osait envisager que la magnificence ni la grandeur, tant il était imbu de lui-même. Un sentiment complexe, une sorte de doute effleura sa pensée. Pourquoi cette course effrénée perpétuelle qui l'entraînait à chaque crépuscule vers ailleurs? Ce qui se cachait à lui-même, n'était-ce pas l'âme de sa propre lumière? Et il se demanda qu'il n'était qu'incendiaire. Sa destinée était d'éclairer le monde. Il le savait, il s'en savait gloire, c'était bien naturel. Il savait aussi qu'on ne va pas contre sa destinée.
Mais si une fois, exceptionnellement, il avait pu jeter un clin d'œil sur ce qui lui était éternellement refusé, si avec la complicité de l'autre luminaire, son ami fidèle, s'il avait pu, lui l'astre d'entre les astres, un soir de confidence, il dit à la lune: je suis de tous les pays et n'appartiens à personne, sans port d'attache, sans abri. Dans le cœur des hommes, je n'ai pas trouvé ce que je cherche. Le cœur des hommes est trompeur. On ne peut s'y fier, ça c'est vrai. Certains ont sculpté dans la pierre, d'autres taillé dans le bois. Certains sont en liège, d'autres en pierre, ponce ou en pâte à modeler, sans consistance. Les uns transpirent l'indifférence, les autres cramoisissent, entre guillemets, sous la honte ou encore baignent dans l'égoïsme, ne pleurant que sur leur propre douleur, ne saignant que de leur propre plaie, qu'il est difficile de faire pénétrer dans la lumière. De l'amertume, répondit la lune. Ta lumière t'aveugle, certes tu es bon, généreux, chaleureux, mais ton orgueil brûlant te prive de l'indulgence nécessaire à la compréhension des êtres. Tu es trop dominateur, tu répands autant d'ombre que de lumière, et de cette obscurité tu enfumes la planète et tu la caches des yeux. Tu ne vois qu'un grand jour, je ne sais pas voir, que je ne sais pas voir dans le secret de l'intimité. Or, devant toi, les hommes baissent les paupières, ils n'osent braver ton front de feu. De ce fait, tu ne vois pas leur regard, étant se lit dans le regard d'un homme. Tant de choses. Ils ont le cœur timide, ton ardeur les effraie. Tu les connais mieux que toi. Je suis un astre de la nuit, je tamise les ténèbres, j'illumine les soirées, je berce les rêves et lis dans les songes. Ma lueur est discrète, elle pénètre les âmes. Ma pénombre favorise les confidences. Je vois tout ce que te cache ta clarté trop éblouissante. Que faire, demanda le soleil, un peu désemparé par la franchise directe à laquelle il n'était guère habituel. Je suis la lumière, et je veux ni ne peux devenir terne. Et pourtant, j'aimerais tant goûter de cette ombre douce, fraîche et reposante qui m'est interdite vers le soir, voir le soir une fois, rien qu'une fois, voir la paix conciliante qu'il répand. Ami, peux-tu m'aider, moi t'aider? S'exclama la lune surprise. Moi? Comment t'aider? Puis, après un temps de réflexion, elle répondit: je ne vis que de la générosité de tes rayons. J'aurais mauvaise grâce à ne pas te rendre ce service. Écoute-moi bien, voilà ce que nous allons faire. Rendez-vous en fin d'après-midi. Où? Au firmament. Là au moins nous risquerons pas de nous perdre pour une fois. Mais tu sais que j'ai moi-même au crépuscule un rendez-vous que je ne peux pas manquer. Ne t'inquiète donc pas, nous y serons un peu avant ton départ. Cela ne prendra pas longtemps.
nous détournerons l'attention des étoiles en sentinelle, tu vois, et peut-être pourrais-je te montrer ce que tu souhaites tant voir. Tout se passera sans problème, ne t'inquiète donc pas, mais surtout sois à l'heure. Le soleil, très ému, temporisa son impatience. Il vint pile à l'heure dite. La lune arriva au même instant avec une ponctualité sidérale. Il prit le soleil par la main. « Cache-toi derrière moi, dissimule bien ta chevelure, lui dit-elle. Je vais étaler mon ombre sur la terre. Pendant quelques minutes, tu pourras alors regarder par-dessus mon épaule, sans te montrer et admirer un instant la nuit. À l'abri de tes rayons, tu vas voir, c'est magnifique, ne t'attarde pas surtout. » L'astre d'entre les astres n'avait jamais imaginé ce que pouvait être un clair de soleil entre guillemets. Un clair de soleil. Jamais il n'aurait pensé que ce fût si beau. Et il alla se coucher ce soir-là, rouge d'émotion et de bonheur. La lune promit au soleil que si une autre occasion se présentait alors, elle lui permettrait d'admirer encore ce clair de soleil. N'est-ce pas magnifique? Voilà, alors là, c'est la petite abeille qu'on va parler dans ce troisième petit récit poétique. Écoutez donc, fermez vos yeux. Alors, il était une fois une petite abeille qui s'appelait Églantine. Elle butinait dans les jardins. Elle aimait avec prédilection les fleurs des arbres fruitiers, avec une préférence pour les fleurs de cerisier de Montmorency, un peu aigrelettes, et les savoureuses fleurs de poirier. Elle appréciait aussi l'exquis parfum des fleurs de lys, et, elle n'osait l'avouer, mais la saveur troublante du pavot ne la laissait pas indifférente. Un jour, elle rencontra une fleur extraordinaire, énorme, qui lui parut très très belle. Elle lui demanda timidement qui elle était, lui expliquant qu'elle ne s'était encore jamais posée sur ses semblables étamines auparavant. Entre parenthèses, Églantine avait appris à l'école l'anatomie des fleurs. Fin de parenthèse. La belle fleur hautaine ne répondit pas. Elle se contenta de tourner son regard vers le soleil. Cette attitude ne fit qu'exciter la curiosité de la petite abeille. N'ayant obtenu aucune réponse de la fleur elle-même, en rentrant à la ruche, elle demanda à ses sœurs qui était cette merveille. « Ce doit être un soleil, lui répondit-on. « Un soleil, voilà qui fait rêver. » L'idée lui vint alors d'aller voir ce soleil qui semblait plutôt orgueilleux. Directement chez lui, dans son palais de lumière. Oh, que ce devait être beau! Elle demanda à la reine de la ruche la permission de faire son baluchon et de partir. Que faire contre la jeunesse quand l'envie lui prend de voyager? Toute tentative de l'en empêcher serait vaine. Un simple conseil, cependant, tâche de rejoindre le soleil le soir
à l'heure de son coucher. Comme le coucher du roi? Demanda la petite abeille, instruite mais naïve. Oui, si tu veux. C'est le moment où il est moins brûlant et le plus abordable, mais c'est aussi l'heure à laquelle il est sur le point de partir. Je n'aurai que très peu de temps de le voir. Les soleils n'ont jamais beaucoup de temps à consacrer aux autres. Il te faudra te faire une raison et t'en contenter assis. Voyant la petite abeille fortement désabusée, elle ajouta: mais rassure-toi, il revient tous les matins, il te dira à quel point le rejoindre à l'aube, mais surtout prends bien garde à ne pas te brûler les ailes. Comme dit le dicton, ne pas se brûler les ailes. Ainsi s'en fut la petite Églantine à la rencontre de son soleil, un sac à dos solidement arrimé entre ses ailes, un soleil bien lointain, bien difficile à joindre. La jeune abeille voyagea dans plusieurs pays du monde, cherchant l'escalier d'accès à son rêve. N'ayant entendu parler d'émigration, entre parenthèses, n'oubliez pas que c'était une petite abeille très instruite, elle partit à tire d'aile. Elle partit pour un immense périple dans des contrées illimitées, profitant parfois d'un quart de voyageurs pour alléger ses trajets. Que de découvertes ne fit-elle pas? La Cappadoce avait été un véritable choc. Si ses sœurs avaient pu voir ça, quelle ruche géante pour les abeilles! Le dragon de Konya l'avait passablement effrayée, mais les derviches tourneurs, quelle griserie! En apprenant que saint Paul avait porté l'évangile de ville en ville en Anatolie, elle avait pensé, comme pour nous le pollen de fleur en fleur, à Izmir, au moment des migrations. Elle avait vu, à n'en pas croire ses yeux, couvrant la voûte céleste, venant de tous les horizons, des essaims et des essaims de cigognes qui seraient semblés pour aller rejoindre des contrées plus hospitalières en hiver. Oh! Églantine arrivait toujours sur les sites un peu avant le coucher du soleil, suivant scrupuleusement les conseils reçus, et force lui était de constater que le soleil, de ses derniers rayons, embellissait tout ce qu'il touchait. Avec cette façon, vous savez, cette façon subtile de colorer, de ressusciter les pierres, de les faire parler. À Pamukkale, elle avait failli en perdre les ailes de stupéfaction devant ces gigantesques montagnes de coton, entre guillemets. De telles marches, si vastes, si blanches, si hautes, ne pouvaient que monter vers le ciel, vers le soleil, sautant de vasque en vasque, après maints efforts, arrivés au dernier gradin, et ce fut le désenchantement. Très loin à l'horizon, le soleil rouge grenat, lustré comme du velours, penché au bord de l'infini, s'apprêtait à basculer dans la nuit. Elle avait crié «
Attendez-moi, attendez, s'il vous plaît. En vain. Peut-être n'avait-il pas entendu, après tout, il était bien si loin, ce soleil. Elle fit une dernière tentative donc. On lui avait parlé du pays d'Abraham, où l'on construisait des édifices colossaux, avec des escaliers monumentaux en briques rouges. Babylou, la porte de Dieu, avec au sommet une alvéole pour y loger les divinités le plus près possible du ciel. Cela voulait bien dire quelque chose. Elle n'était pas la première à avoir eu l'idée de rejoindre un soleil, quel qu'il soit. Mais cela avait-il réussi? Si les dieux acceptaient aimablement de me laisser entrer dans leur logement, avait-elle songé? Oui, mais on dit aussi qu'il y règne une grande confusion. Serait-ce bien prudent? D'ailleurs, je suis si lasse, si fatiguée. Son soleil, elle avait eu beau suivre les conseils de la reine-mère, il n'avait jamais cessé de garder ses distances, même au moment des crépuscules. Alors que pouvait-elle bien faire? Certes, que de belles choses n'avait-elle pas vues, mais aussi que de déceptions. Pourtant, un jour, il fallut prendre le chemin du retour. C'est une douloureuse décision à prendre, oui, mais il y a une grande différence entre les ailes des cigognes ou des flamants roses et celles d'une petite abeille. Qui plus est, le bassin méditerranéen est immense. Notre amie ne manquait pas de courage. Pourtant, elle avait présumé de ses forces, à demi morte d'épuisement, sur le chemin du retour qui la ramenait en pleine mer. Elle se laissa tomber sur le pont d'acôtre blanc à la dérive. La petite Églantine, malgré sa grande tristesse de n'avoir pas pu approcher le soleil, ne regrettait rien. Bercée par la houle, elle se remémorait les pays qu'elle avait visités, les périples enrichissants et enchanteurs. Que n'aurait-elle pas raconté à ses sœurs? On arrive à l'épilogue. Vous savez, vous rappelez, la petite abeille avait donc pris le chemin du retour pour tomber quelque part en Méditerranée, sur le pont d'un voilier où elle avait trouvé refuge, et de tomber en larmes et de s'endormir d'épuisement sous un superbe clair de lune. Je ne vous apprends donc rien en vous disant que la lune est une grande amie du soleil. On peut même dire qu'elle lui doit tout. Sans sa lumière, qu'il daigne lui envoyer chaque nuit, elle ne serait rien. Elle le sait, elle apprécie sa générosité à sa juste valeur. Étant née pauvre, elle avait appris à être économe. Aussi ne dispense-t-elle pas d'une lumière si précieuse inconsidérant. Ainsi, voilà. Elle n'en voit pleinement ses reflets que les soirs de clair de lune. La nuit de la fête des étoiles, elle se pare alors comme une déesse resplendissante, le front orné d'un diadème étincelant.
Lors d'une de ces somptueuses soirées, la lune entendit les sanglots qui entrecoupaient le sommeil d'Églantine. Elle connaissait la tendresse du soleil pour ce petit insecte si sincère et si dévoué. Mais il avait son orgueil, le soleil. Il n'avait besoin de personne. Il régnait en monarque absolu sur son univers. Rien ne le ferait ni le moindre geste, ni le moindre pas. La belle dame de la nuit avait compris la situation inextricable. Elle décida alors de lui venir en aide. Tout endormie, la petite abeille sentit quelque chose lui chatouiller la trompe. Elle se retourna en bougonnant et replongea dans son sommeil. Cette fois, la lueur frappa son œil. S'éveillant à moitié, elle aperçut un faisceau de lune tombant sur sa couche, brillant comme un projecteur, lui montrant un très long chemin de lumière qui montait jusqu'au firmament. Elle frotta ses yeux stupéfaite. La lune me fait donc un clin d'œil, elle insiste, et si c'était le chemin que je cherche depuis tant de jours? De toute façon, je dois tenter ma chance. Il faut y aller. Hop, mon baluchon est en route. De là-haut, la lune expédia la petite abeille, un peu endormie, vers son rêve. Voilà, l'histoire est terminée. J'ai bafouillé beaucoup, je le regrette, mais je vous conseille vraiment ce livre. Je l'ai pris donc à la médiathèque, je l'ai emprunté et c'est vraiment, elle s'appelle Claude Plousséniac et ses voyages autour du soleil, et ce sont des nouvelles poétiques que je vous recommande vivement. Moi, j'ai adoré cette histoire. L'avez-vous aimée? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne nuit. Une bonne nuit qui, j'espère, sera bénéfique pour vous, sûrement, et vous rêverez du soleil, de la lune et de la petite abeille. Sur ce, je vous donne un rendez-vous un jour pour un livre plus facile dans les mots, parce que c'était des mots difficiles à prononcer pour moi, et je vous fais de gros bisous. Sur ce, dormez bien, dormez bien. Au revoir.